travail de réflexion. Un travail réflexif qu'on vous demande de faire. Vous êtes déjà en master, il fallait que vous ayez une capacité d'analyse. C'est ce qu'on vous demande. Les calculs, n'importe qui peut le faire, les procédures sont là. Mais il fallait que vous développiez une capacité d'analyse. C'est pour ça qu'on vous donne des thèmes, même s'il y a des calculs à faire, mais néanmoins, les outils, il fallait que vous ayez au moins des éléments de justification. La procédure, tout le monde le fait, c'est standard. Donc, pour être chef, il faut opérer des choix, et ces choix-là qu'on vous demande de faire. Nous sommes sur la classe 6. Pardon? Nous sommes sur la classe 6, monsieur. Oui, on est sur la classe 6. On a déjà fini le plan de la classe 5. Je vais quand même brosser un peu tous les comptes avant d'aller sur l'organisation comptable. L'organisation comptable, c'est passer les écritures de différentes opérations. Je vous explique le principe et c'est tout. Voilà, le thème que vous avez sur la comptabilité bancaire, pensez-vous que les normes comptables en zone CEMAC peuvent limiter le risque de fraude? Ça veut dire que le compte tel que c'est fait, la traçabilité permet d'éviter qu'il y ait un cas de fraude. Et quand on parle de fraude, déjà, vous avez fait audit. L'audit est là pour les risques. Ça veut dire qu'on vous demande les risques comptables en langage simple. Parce que souvent, les étudiants, c'est un peu compliqué de traduire ce qui est simple. C'est la combinaison, vous avez l'utilité de l'audit. L'audit bancaire, c'est que la détection des cas de fraude dans la prise en compte des imputations comptables. Bon, on va avancer. Les deuxièmes citoyens vont arriver. Donc, on va continuer avec les comptes. Comme en comptabilité générale, il y a 9 classes. Les principes comptables sont les mêmes. Donc, on a fait déjà de la classe 1 jusqu'à la classe 5. On va passer maintenant à la classe 6, qui est le compte de charge. Alors, comme en comptabilité générale, les classes 6 sont réservées uniquement aux charges. Avec tout ce qui est comme charge, mais sur le plan bancaire, sont des charges ou des opérations faites avec la clientèle. Ou bien les opérations liées à l'activité de l'entreprise, qui sont généralement les frais généraux. Ça veut dire que l'impôt, la charge de personnel, etc., etc. Voilà, les classes 7, c'est la classe des produits. En banque, on ne parle plus des produits comme étant des biens, mais plutôt ces produits-là sont dérivés ou bien sont issus d'une activité de service. C'est pour cela que même en comptabilité générale, lorsque vous avez un produit sous forme de service, c'est le compte 706, vous ne vendez pas un bien physique, mais vous vendez un service. Un service. Voilà, service vendu. D'après vous, quels sont les services que la banque vend? Ça veut dire qu'elle peut tirer ses revenus de quel type d'activité? Concrètement, vous? L'épargne. L'épargne. La collecte de l'épargne. La banque gagne quoi sur la collecte de l'épargne? La collecte de l'épargne, ce n'est pas pour la banque, hein? Mais en contrepartie de l'épargne, la banque... Les intérêts. Les intérêts versés. C'est une charge. La banque ne gagne rien. Mais par contre, l'épargne permet de financer l'activité, non? De financer l'investissement, n'est-ce pas? Les individus, ben les consommateurs, les épargnants vont déposer de l'argent. Cet argent ne va pas rester à la banque. Ça va suivre le canal de l'investissement. Donc, en orientant l'épargne vers l'investissement, la banque peut réaliser un produit. Ça veut dire qu'une fois que le prêt est fait pour investissement, il y a une contrepartie d'intérêt qui sera versée à la banque. N'est-ce pas? Ce sont les produits ici tout simplement faits soit à des structures comme les entreprises.
Mais par contre, les mêmes dépôts créent des charges vis-à-vis des intérêts qu'on verse à ces particuliers ou bien à ces entreprises qui ont épargné auprès de la banque. Mais pour que la banque fasse de l'argent, elle ne va pas garder l'épargne. L'épargne n'est pas faite pour être gardée. L'épargne doit être dirigée vers l'investissement. Voilà. Une fois qu'on dirige l'épargne vers l'investissement, la banque peut tirer des produits qui sont généralement des intérêts. Pourquoi on parle de produits? Parce que, prenons l'épargne, monsieur, je parle d'un individu, monsieur X, fait une épargne, par exemple, par un compte épargne à EcoBank, par exemple. Cette épargne est rémunérée au taux de 3%. Monsieur a 10 millions sur son compte. C'était quand même fort. Monsieur, Voilà. Vous, Esther, vous faites un dépôt sur votre compte d'épargne, vous avez 10 millions. Vos dépôts sont rémunérés au taux de 3%. oui, Les 10 millions ne vont pas rester en banque. La banque fait le commerce de l'argent, donc elle va certainement chercher des prêteurs. Donc, en finançant des investissements. Lorsqu'on finance les investissements, ces prêts-là sont rémunérés et généralement le taux est beaucoup plus élevé par rapport au taux épargnant. C'est en fonction de ça que vous savez, les 10% sont des produits à la banque, pour la banque. Mais pour un compte, ce ne sont pas les intérêts liés aux investissements qui vont générer, mais en tant qu'individu, vous avez des frais à payer à la banque, non? Les frais de tenue de compte, les frais d'ouverture, les frais de carte, les frais de machin. oui, Voilà. Tous ces frais-là sont des produits qui permettent à la banque d'avoir de revenus. Ça, c'est beaucoup plus classique. Il y a d'autres encore. La banque a quoi comme activité qui lui génère de l'argent, comme étant produit? Octroyer des crédits. Oui, là, on l'a déjà dit. Il y a une activité, l'allocation de coffre-fort. Quand vous avez des bijoux, Ah bon? les gens qui ont des bijoux en diamant, en or ou bien en métaux précieux, voilà, ou bien des documents sensibles, top secret, on cache à la banque. Ça ne passe pas. Oui. Non, il ne peut pas partir. Il est où? Pourquoi tu le laisses partir? Tu devrais m'appeler. Voilà, par l'allocation de coffre-fort et aussi les placements. Les banques aussi font des placements pour avoir de l'argent. Ils reçoivent des stocks d'argent sous forme d'épargne. Une partie peut être investie, orientée vers l'investissement, mais l'autre partie peut être placée pour avoir des revenus supplémentaires. Voilà. Ça veut dire que tous les intérêts tirés des placements sont des produits pour la banque, à part l'allocation des coffres-forts. Et aujourd'hui, avec les les découvertes. Les découvertes, monsieur. Oui, les découvertes sont aussi, des placements. Non, ce ne sont pas des placements. Un découvert, c'est un fonds octroyé à un client pour au moins ses dépenses immédiates. Je prends l'exemple, vous avez une entreprise, vous avez un compte BICIC et que vous n'avez pas d'argent dans le compte. Et vous demandez à BICIC de payer votre salaire, le salaire du mois, et après, lorsque vous allez faire des dépôts, il va retirer. Le fait que BICIC paie le salaire en attendant que vous ayez des dépôts sur votre compte, ça constitue un découvert. C'est que la banque s'en charge de payer une charge, mais pas sous forme de prêt. Parce que le taux de rémunération n'est pas le même. Ou bien le principe de rémunération n'est pas le même. Parce qu'un découvert n'a pas d'échéance. Une fois que vous mettez de l'argent dans votre compte, automatiquement la banque prend. Alors qu'un prêt a une échéance. Les remboursements sont à terme échu. Il y a des périodes auxquelles vous devez verser. Ferlia, ça avance? D'accord, monsieur. Monsieur, j'ai été coupé là par un appel. Je n'ai pas bien saisi. Pardon. Coupé à quel niveau? L'explication de, comment on appelle ça, des produits de la classe 7 là. J'ai placement, location de coffre-fort, Voilà. crédit, épargne, frais d'entretien et compte d'ouverture.
Ça veut dire que comment la banque gagne l'argent pour son activité. Donc, traditionnellement, ou bien les moyens les plus traditionnels, ce sont les prêts que la banque fait soit à des opérateurs économiques. Et ces prêts, pour que la banque fasse ces emprunts-là, il fallait qu'il y ait un stock d'épargne. Parce que c'est l'épargne qui finance les activités économiques. Voilà. Donc, en contrepartie des charges liées à l'épargne, la banque ne peut pas seulement que supporter les charges de l'épargne, mais en essayant de diriger une partie de l'épargne vers l'investissement, elle crée un produit, une recette pour elle-même. Et ces recettes sont généralement des intérêts versés par le prêteur, par l'emprunteur lorsqu'il va rembourser. Ça, c'est d'une manière classique. Mais il y a aussi des activités que la banque mène qui lui génèrent de l'argent autre que les activités d'emprunt ou autres. Par exemple, la location de coffres-forts. Si vous avez des bijoux précieux ou bien des métaux précieux, soit des objets d'art qui coûtent des milliards, vous pouvez aller louer un coffre-fort à la banque et vous mettez dedans. Voilà. Ou bien des documents confidentiels, par exemple. Il y a aussi les placements, surtout à court terme. Si la banque a suffisamment de stock d'argent, ça ne sert à rien de garder du moment qu'une partie est orientée vers l'investissement, l'autre partie qui est restée, pour faire le commerce de l'argent, place quelque part sur un marché et puis ça nous permet d'avoir de l'argent. Vous faites un placement pour une semaine qui peut vous générer soit un intérêt de 1-2%. Voilà. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'informatique, on a vu que les cartes bancaires sont payantes, n'est-ce pas? Il y a l'amortissement de ces cartes. Et l'utilisation même des cartes, lorsque tu fais un retrait, tu as un frais à payer. Et les applications mobiles aussi la même chose. Quand j'utilise mon téléphone pour faire un transfert d'argent de mon compte Gabon vers le compte Centrafrique, on prend des frais. Ces frais-là sont des produits pour la banque. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, il y a beaucoup de services qui peuvent générer à la banque des recettes. À part les recettes classiques aussi des activités de commerce de l'argent. Mais il y en a plein, il n'y a pas seulement que ça. Aujourd'hui, les banques innovent au fur et à mesure pour qu'il y ait suffisamment de revenus. Voilà, donc... Monsieur, le fait de bloquer un compte pour une période donnée, c'est un placement? Non, ce n'est pas un placement, on appelle ça des DAT, dépôt à terme. Le terme le plus simple qu'on appelle compte bloqué là. Quand vous voyez DAT quelque part, dans les dépôts à terme, ça veut dire qu'ici, mon compte de 10 millions, je ne l'utilise pas pendant 5 ans, ça me permet de faire de l'argent dessus. Et lorsque vous bloquez un... C'est aussi un produit pour la banque. Non, ça, ce n'est pas un produit pour la banque en réalité. Les DAT génèrent des frais ou bien des charges à la banque. Mais l'avantage pour la banque, comme c'est un DAT pour 5 ans, la banque peut financer un investissement de 2, de 3 ans avec les DAT, avec les dépôts du client. Au lieu que l'argent reste pendant 10 ans, la banque peut prendre pour faire le commerce avec, ça veut dire prêter à des opérateurs économiques qui vont rembourser avec des intérêts. Ça lui permet d'amortir un peu les charges d'intérêt par rapport au DAT. Voilà, on va passer à la classe 8. Le seul caractéristique de gestion, ce que vous appelez généralement le compte de résultat. Parce que ceux qui ont fait, par exemple, le cours de finance et de gestion, en comptabilité générale, on appelle ça solde intermédiaire de gestion, SIG. Donc, les soldes intermédiaires de gestion, c'est l'équivalent du compte de résultat. Et pour obtenir le résultat, c'est produit moins charge. 7 moins 6. Attention, dans les 7, on peut ajouter les 8, les comptes de la classe 8. Dans les 6 aussi, on peut ajouter les éléments de la classe 8. Pourquoi ajouter les éléments de la classe 8? Je prends l'exemple de la classe 7, qui est la classe des produits ou bien des recettes de ce que vous appelez revenus en langage simple. Parmi les comptes de la classe 8, il y a des produits hors activité ordinaire. Avec tous les comptes 8 paires, 82, 80 d'abord, 82, 84, etc.
sont des produits hors activité ordinaire. Ça veut dire des produits tirés des activités qui ne sont pas des activités de l'entreprise. En contrepartie aussi, dans la classe 6, on peut ajouter les éléments de la classe 8, surtout 8 impairs, 83, 81, 83, 85, 87, etc., 89, qui sont les charges hors activité ordinaire. Ça veut dire que c'est des charges que l'entreprise a supportées, mais qui ne font pas partie de son activité principale. Voilà. Donc, en plus des comptes ordinaires de la classe 7 et 8, il faut ajouter pour les produits, les 82, etc. Pour les classes 6, tout ce qui est comme impair 81, etc. Ça permet d'avoir un compte de résultat normal parce que ceux qui ont fait le projet l'année dernière, les hors activités ordinaires, c'est en bas. Vous vous rappelez bien? Résultat hors activité ordinaire. Voilà, ce que les comptables appellent HAO. Il fallait ajouter les HAO pour avoir le résultat d'exploitation, RE, égale résultat d'exploitation. Bon, ça c'est le résultat net, est égal résultat d'exploitation, plus résultat des activités, de hors activité ordinaire, pardon. Donc le résultat d'exploitation est réparti en deux. Nous avons le résultat financier et le résultat de l'activité ordinaire. Donc, les RE ici, c'est que vous prenez toutes les activités ordinaires, plus le résultat financier, ça donne le résultat d'exploitation. Et lorsque vous ajoutez les RAO, les résultats hors activité ordinaire, vous avez le résultat net. Bon, ça, c'est le résultat avant impôt en réalité. C'est pour cela que pour le calcul du solde, il faut absolument intégrer les éléments de la classe 8 pour que le résultat soit significatif. Sinon, ça ne devient pas un résultat normal. Pourquoi? Parce que une entreprise, par exemple, qui est dans le commerce, ne peut pas seulement faire le commerce. Ça peut y arriver qu'elle fait, par exemple, une recette hors commerce. Supposons que ces cadeaux qui a ces véhicules de livraison, si tous ces véhicules de livraison sont amortis, est-ce que ces cadeaux va jeter ça? Elle ne peut pas jeter. Donc, on peut vendre ces biens qui sont déjà amortis. Et le fait de vendre ces biens amortis, vous avez un revenu. Et ce revenu est classé dans le revenu hors activité ordinaire. Parce que l'activité de ces cadeaux, ce n'est pas de vendre des véhicules usagés, mais du fait qu'il y a des véhicules qui sont amortis en entreprise, on peut vendre et avoir de l'argent, on le classe dans les RHAO. Voilà. Donc, pour la banque peut faire la même chose. Pour les ordinateurs, par exemple. Ça veut dire qu'à un moment donné, après 5 ans, on veut changer tous les ordinateurs. Pour avoir des ordinateurs modernes qui s'adaptent au logiciel, on est obligé de pouvoir changer. La banque ne va pas jeter. Ça peut arriver que des employés qui achètent. Il en a des mêmes pour les véhicules, par exemple. C'est pour cela qu'il faut intégrer ces résultats hors activité ordinaire. Ça veut dire des résultats qui sont issus, bien des recettes, qui sont issus de l'activité qui n'est pas l'activité normale de l'entreprise, mais l'activité habituelle de l'entreprise. Après les 8, on va passer au 9, que le compte hors bilan. Normalement, ce sont des engagements. Voilà. Les engagements, généralement, c'est lorsque ça arrive que vous avez votre entreprise qui achète, par exemple, à l'extérieur, à Dubaï ou bien en Chine, et que vous dites à votre banque de payer un client en Chine, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer avec 10 millions dans les valises. Alors, je peux autoriser ma banque de payer un fournisseur à l'extérieur. Donc, généralement, ce sont des engagements et ce paiement ne se fait pas de votre banque à l'individu. Ça sera de banque à banque. Ça veut dire que le banque de l'entreprise vers la banque du fournisseur. Donc, du coup, les banques des fournisseurs constituent des correspondants pour nous. Et lorsqu'il y a ce type de mouvement, il faut aussi comptabiliser. Et comme c'est un compte de la classe 9, et tout en sachant que sur le plan théorique, la classe 9 ne fait pas partie du bilan. C'est tout à fait normal. Et ça s'intitule compte hors bilan.
Normalement, vous devez lire les cours depuis et on vous explique un peu. Mais on va passer maintenant à la comptabilisation des opérations. Ça veut dire comment on passe les écritures. En commençant par les classes les plus utilisées. Ça veut dire les classes des opérations courantes. Des questions? Ok, on n'a pas. On va avancer. Voilà, organisation comptable toujours, mais comptabilisation des opérations bancaires. Donc, on va voir la comptabilisation des opérations de crédit, de dépôt, etc., y compris tout ce qui est lié à l'activité de l'entreprise. Bon, il y a un cheminement. Lorsque vous êtes, par exemple, une entreprise commerciale, vous avez des engagements. Il y a un comité d'engagement qui peut valider ou non une opération. Ça, c'est le processus d'engagement. L'engagement, c'est tout simplement le fait de mettre à disposition d'un opérateur de l'argent. Mais dans le processus de virement, pour ceux qui ont passé quand même le stage en entreprise, je ne sais pas si vous l'avez vu en audit, il y a un manuel de procédure de validation des opérations. On ne valide pas une opération parce que le client a ordonné. Voilà. Il fallait que toutes les étapes soient respectées pour que l'opération soit validée. Lorsqu'une étape n'est pas respectée dans le livre de procédure ou bien dans le cahier de procédure, on annule l'opération. Ça se passe comme en journée, par exemple. On lance toutes les opérations, mais personne ne valide. Ceux qui travaillent dans la journée, on les appelle ceux qui font le front office. Travaillent en journée pour tout simplement l'enregistrement des opérations. Voilà. Mais par contre, en fin de journée, il y a des gens, les chefs vont revenir en back-office pour valider les opérations. Et les opérations qui ne respectent pas le principe ou bien les normes des procédures ne seront pas validées. Soit des documents qui manquent, des pièces qui manquent, il fallait compléter d'abord, ou bien la personne qui gère l'opération a sauté, par exemple. Voilà, il y a tout ce processus-là. Le front office travaille en journée et le back office revient en soir pour valider les opérations ou non. Lorsqu'une opération n'est pas validée, certainement, il y a un manquement dans la procédure. Donc, quand vous lisez les opérations de crédit, il y a plusieurs types de crédits. Il y a les crédits d'entreprise, des particuliers, immobiliers et documentaires. Voilà, on vous explique c'est quoi ces différents types de crédits. Et les procédures d'ouverture de crédit, par exemple. Voilà. Voilà, lorsque vous voulez un crédit, vous faites la demande. Comment la banque va mettre à disposition, ou bien la banque, le banquier, va mettre à disposition de l'argent que vous avez déposé, vous avez demandé, pardon. Sur le plan administratif, vous devez fournir des documents. Lorsque les documents sont acceptés, le comité de crédit va valider. Une fois que le comité de crédit valide maintenant, on met l'argent à vos dispositions. Mais toute opération, que ce soit bancaire ou autre, doit être matérialisée par une tenue comptable. C'est pour cela que lorsque, en matière de prêt, lorsque la banque prête de l'argent, il y a des opérations qui sont faites. Vous débitez le compte 923, autre ouverture de crédit confirmée par exemple, et vous créditez le compte 992, compte général des engagements donnés. Vous avez fait quand même comptabilité générale. Ceux qui ont fait c'est, que ce soit l'application bancaire ou autre, il y a une colonne pour les débits, il y a une colonne pour les crédits. Ça se présente comme ça, c'est comme ordinaire. Ici, ça c'est la colonne des comptes. Et ici, ça c'est la colonne des montants. Si je mets ici au débit 923, je dois mettre ici au côté du montant, soit 10 millions. Et si je mets ici à crédit 992, je mets aussi 10 millions ici parce que la comptabilité doit être... Voilà. La partie double est obligatoire en comptabilité. Le total des débits doit être égal au total des crédits. Voilà. Généralement, en banque, ce n'est pas comme en comptabilité. Il faut déduire la TVA. S'il y a le transport, il faut traiter le transport à part, les immobilisations, non. Souvent, il y a deux opérations. On donne l'argent, la banque accepte le principe. D'abord, le dossier physique doit être validé une fois que les documents qui doivent fournir, qui doivent constituer un document, par exemple, de prêt, de crédit, doivent être respectés. Dans la procédure, on vous demande ça, votre pièce d'identité, votre relevé d'identité bancaire, plein de documents.
Une fois que ces documents sur le plan administratif est prêt, le comité de crédit va valider et on accepte de mettre le crédit à disposition du client. Une fois qu'on fait le virement, normalement, vous devez passer l'écriture le même jour. Et voici les écritures que vous devez passer. Voilà. Il y a une opération de déblocage de fonds. On vous explique un peu le principe. Donc, les crédits généralement doivent être comptabilisés à GSP. Ça veut dire quoi? 10 millions, ça c'est le montant que l'opérateur a demandé. Mais la banque ne fait pas des opérations gratuites. Toutes les opérations de banque sont payantes ou bien il y a un coût. C'est pour cela que lorsque vous passez l'écriture de l'opération de crédit, n'oubliez pas les charges qui sont liées au crédit. Qui sont généralement après des agios, bien les frais de tenue de compte, des frais bancaires, etc. Voilà, donc ici, généralement les agios pour un prêt sont les intérêts. Lorsque vous demandez un prêt, forcément, les intérêts doivent être versés. C'est ça le norme. Lorsqu'on fait une opération de crédit, forcément au remboursement, on s'attend que le principal, soit qui est annuel ou bien mensuel, doit être versé avec un intérêt qui va avec. Voilà, voici à peu près les comptes que vous allez faire lorsqu'il y a une opération, par exemple, de dépôt ou bien de prêt. Vous avez le compte 30, 31 ou bien 32, tout ce qui est lié au crédit. Vous débitez et vous créditez un compte courant. Pourquoi un compte courant? Lorsque vous demandez un prêt, on ne vire pas sur votre compte épargne. Ce n'est pas le rôle. Ceux qui ont l'habitude d'aller à la banque, lorsque vous faites une remise de chèque, les remises de chèques sont obligatoirement faites les remises sont faites sur un compte courant. Et si vous voulez vous déplacer cet argent du compte courant vers le compte épargne, on ne dépose pas les chèques et les autres virements sur le compte épargne. Voilà. Soit ce qui est autorisé sur le compte épargne sont les espèces, les versements en espèces, ou bien les virements que vous allez faire, que ce soit mobile, etc. Mais toutes les opérations de chèques et autres, ou bien lorsque la banque met de l'argent à votre disposition, sous forme de crédit ou bien de découvert, ça part toujours sur le compte courant. Parce que généralement, c'est le compte qui n'est pas rémunéré. En langage simple, un compte courant, c'est un compte qui n'a pas d'intérêt. Voilà, il y a des comptes aussi à créditer, à débiter, l'utilisation de crédit. Ça veut dire ici, l'utilisation de crédit, c'est lorsqu'on va vous payer au moment du remboursement. Supposons que les 10 millions vont être remboursés en 5 ans et que l'annuité, ça veut dire que le mot de remboursement est annuel. Donc, ça veut dire chaque année, le principal de 10 millions, c'est 2 millions. Ils versent avec un intérêt qui va avec. Si c'est un mode de remboursement, par exemple, linéaire, ben, au fur et à mesure, il faut enlever les montants qui ont été déjà payés. Si la première année, vous avez déjà versé 2 millions avec l'intérêt, l'année prochaine, les intérêts vont être calculés sur 8 millions. Voilà. Donc, c'est à peu près les opérations qui sont liées au crédit lorsque vous mettez à disposition d'une banque, d'un opérateur économique de l'argent, tout en sachant que la banque ne prête pas de l'argent gratuitement. Lorsqu'elle accepte de prêter de l'argent, attendez-vous à rembourser cet argent avec des intérêts. Voilà. C'est pour cela qu'on vous a présenté les comptes d'abord de prêt et les intérêts qui vont avec. Des questions? Il y a Franck qui est en attente. Otiga, ça va? Oui, monsieur, ça va, ça va. Bien même. Problème de micro. D'accord. Djanga, je suis ici. Je suis avec les Master 1. Ouais, comment tu vas? Tranquille, franchement. Attends, merci à cette là du micro là pour moi.
venir au 25. Ça veut dire qu'il Ça fait quoi? Ça, c'est juin. Il a dit Ça fait combien de temps? donc, c'est en juillet. Mais quoi un problème? Révision jusqu'au 21. Parce que les révisions avons porté déjà. En est un, par exemple, qui doit faire le cours de management de qualité, marketing fondamental, normal c'est bon, soit sinon on va retenir. On a intégré le rappeler tout simplement. Maintenant, pour lui, il dit qu'il peut faire ça avec 22 heures, oui, il a le cours. Et en plus, Je pense que c'est mal. Il faut le faire à la maison. non, Il n'est pas ailleurs. il va se faire à la maison. Parce qu'il faut encore à la maison parce que c'est 7h30. Voilà. Parce que en fait, aussi, soit il fait des vidéos, des enregistrements, on met à la disposition des étudiants. Il pose des questions et puis il fait une vidéo pour répondre. C'est ça, non? Les petits là, ils sont bien nombreux, première année, ils sont en plein. Oui, c'est bien la journée. Voilà. Tu viens le matin comme ça, le tableau est là, pas de l'écran, si ils sont noirs et blancs, c'est ton écrit. Ceux qui n'ont pas de Voilà, c'est que j'ai dit de venir ici. C'est après que non, les amis vont être en ligne. la date qu'on est Ils vont faire des examens quand? Parce que normalement, si même juin, oui, 12 mois. il viendra pour les révisions et on peut parler sur la vidéo d'aller. Non, ce que je dis d'ailleurs, qu'on va regarder le calendrier de l'année et on va le lui communiquer pour lui dire qu'il a avancé là juste comme ça. D'accord? L'année qu'on a arrêté. Est-ce que c'est un programme avec tout le matériel qu'on a? C'est une semaine, non? Si les enseignants passent, soit donc par faveur, Non, soit on fait la révision ici, 13 au 17. Donc, il faut le 6. Les 2 semaines là. Semaine de et les examens, donc ça va donc du 20 au 31. on met la plateforme en ligne, chacun fait son examen. On va leur expliquer parce que l'examen, tu as une question, tu as une minute ou bien une seconde à répondre à cette question. Par exemple, la question 1, c'est défini par la machine une minute, tu comptes une minute, on te propose une autre. Alors ici, tu as déjà 0. Vous ne vous connectez pas au loi financière. Jamais. Ça, c'est généré automatiquement. Et notes. Et puis, tu as vu de composer. En plus, ce qu'on a fait de voir, les notes sont là déjà. Automatiquement. Et on le voit aussi. Bon, le relevé, par exemple, j'avais déjà dit, je dois créer un lien qui permet de prendre ces notes sur la plateforme de faire le relevé directement. Vous créez la rapport. Oui. Mais sinon, c'est là déjà. Donc, On peut imprimer, mais sauf que ça ne fait pas les lignes. Parce que cette fois-ci, ça sera facile. Les éléments sont là, on ne va pas casser la tête avec les enseignants, celui qui n'a pas déposé, non. Tout est sur la plateforme. Celui qui n'a pas corrigé, on prend la responsabilité de corriger, on avance. Là, les vacances administratives. En août, normalement, il n'y a pas. Et on peut avoir avant. Normalement, déjà, plus tard 15 septembre, les premières personnes ont déjà réglé. Non, la rentrée administrative, c'est le 14 septembre. Le 14 septembre, c'est là que les gens
Sinon, les vacances, c'est dans quelle période? Je pense que le reste, c'est bon. Maintenant, ça aussi. Ils ont fait toutes des méthodologies. Master, normalement, là, en ce moment, ils sont chanceux de rédiger. Vous avez des encadreurs? Vous êtes là, c'est n'est pas considéré. On a ramené le soutenant pour ça, ferme pour Chacun, celui qui a validé, celui qui n'a pas validé. reste. Il attend la soutenance l'année prochaine. Donc, ça veut dire que j'envoie sur le C'était quand? Les enfants, je vous ai donné 5 minutes pour lire les questions. Il n'y a pas de questions. Vous n'avez pas de questions. D'accord, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de souci. Otiga. Oui, Feria. monsieur, je n'arrive pas à parler. Là. Mais je t'écoute, tu n'arrives pas à parler quand même. Ah, vous m'écoutez, ok. Tu Je écoutes pensais très que bien. vous n'avez pas un problème. Où sont les autres? Ils ont tous séché, monsieur. Tu es chef. Hier, on a fait une réunion avec le ministre. L'école va finir. Donc, nous, on a déjà anticipé. Donc, ne pensez pas que vos amis qui sont restés au quartier, là, d'ici le 15, même ils vont basculer en cours à distance. Ceux qui sont à l'UOB, partout, partout. Ok, mais comme ça, on va avancer. On va partir, on va aller à B, comptabilisation des opérations bancaires. Donc, le remboursement, lorsque le prêt est fait. Ah, vous savez qu'en comptabilité, ce qu'on a vu tout à l'heure, la comptabilité appelle ça constater l'opération. Lorsqu'on fait l'opération, on constate l'opération. Je prends l'exemple d'un achat à crédit. Une entreprise achète à crédit qu'elle va payer dans 30 jours. On ne va pas comptabiliser dans 30 jours. Non, c'est le paiement qui sera comptabilisé dans 30 jours. Mais dès aujourd'hui, du moment qu'on livre le client, on constate l'opération de la journée. Ça veut dire qu'on a le client acheté pour 10 millions, il y a la TVA, il y a le transport, vous constatez ces opérations aujourd'hui. Au moment du paiement, c'est là que vous allez constater, vous allez passer des cultures de paiement. Donc, pour l'opération donnée concernant une personne, une entité, lorsque la livraison ne suit pas avec le paiement, l'enregistrement a des dates différentes. Mais lorsque les deux, c'est que la livraison et le paiement sont suivis, c'est là que vous passez des clôtures le même jour. Mais lorsqu'il y a un écart entre la livraison ou bien la mise à disposition de biens au profit de l'acquéreur et le paiement, l'enregistrement s'est fait à des dates différentes. C'est comme le principe de crédit. On ne prend pas un crédit aujourd'hui pour rembourser aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? On prend un crédit aujourd'hui pour rembourser plus tard. C'est pour cela que lorsqu'on accorde le crédit, on constate d'abord l'opération. Ce qu'on a fait dans A. Maintenant, lorsqu'on rembourse les crédits, comment ça se passe? Voilà le remboursement de crédit. Donc, on va passer tout simplement. Bon, ça sont les étapes. Un crédit, vous savez que ça peut aller jusqu'au litige lorsque le remboursement n'est pas fait, n'est-ce pas? Donc, le remboursement de crédit, il y a le remboursement normal lorsque le client a respecté ses engagements. Il peut y avoir des créances en souffrance, ça veut dire que lorsque la personne rembourse une partie, voilà. Lorsqu'il rembourse une partie et que ça traîne encore, là, on va basculer dans le remboursement tardif. Et ça peut y arriver d'autres personnes qui n'arrivent pas à rembourser, ou on saisit leur bien, par exemple. Là, ça devient un crédit litigieux. Voilà. Donc, c'est à peu près ce cheminement que vous devez noter, tout simplement. Sur le plan comptable, comment les écritures se font? Voilà. Vous avez ici des opérations à faire. Vous avez 3 comptes au crédit et un seul compte au débit. Ici, on vous dit compte courant.
Parce que le remboursement de crédit ne se fait pas. C'est comme si toi, au Tiga, tu prends 100 000, tu viens à la caisse, tu dis non, je rembourse mon prêt. Ça ne se passe pas comme ça. C'est que c'est ta banque qui autorise le remboursement. C'est pour cela que l'opération se fait sur le compte courant. Chaque mois, ta banque peut déjà définir tes périodes de remboursement. Une fois que tu as l'argent, le virement se fait automatiquement. C'est pour cela qu'on doit débiter un compte français, compte courant. On débite quoi? Vous avez fait maths fine? On ne rembourse pas le principal. On rembourse le principal plus l'intérêt. Et ici, vous faites la somme, vous mettez au débit. Et maintenant, vous créditez le compte crédit. Crédit, c'est le montant principal, sans intérêt. Vous créditez les intérêts et la TVA. Bon, ok. D'accord, Koshi. Pourquoi, Amadi, les opérations surtout, toutes les opérations qui sont liées à des opérations bancaires, surtout les frais sont toutes taxes comprises. Je fais un exemple pour distinguer comment les intérêts et la TVA peuvent être faits. Je prends le prêt. Le prêt est à 10 millions. On dit taux d'intérêt 10%. Vous avez un taux d'intérêt 10% et le remboursement annuel. Ça veut dire qu'au plus tard une année, vous remboursez. Donc ici, on va calculer l'intérêt par le principe intérêt est égal capital fois taux fois N. Donc capital 10 millions fois le taux 10 sur 100 et fois la période, ça veut 12 mois de l'année, 12 sur 12. Donc pour une année, parce que ce n'est pas au prorata. Donc ici, si on prend 10%, vous avez à peu près 1 million à la première année d'intérêt à payer. Mais sur le plan des intérêts, les intérêts sont TTC. Il faut détaxer. Ça veut dire que dans les 1 million, il y a la TVA dedans. Donc il fallait détaxer. Donc on cherche le montant hors taxe des intérêts qui est égal à 1 million divisé par 1 plus le taux. Ça veut dire que 1,19. On est aujourd'hui avec la C2S. N'oubliez pas la C2S. Si on prend, on va faire un peu le calcul. 1 million divisé par 1,19. Voilà. Vous avez le montant des intérêts hors taxe sans impôt qui s'élève à 840 336. On va quand même à l'horizon, ça s'arrête là. 336. Voilà. Ici, nous avons la C2S et la TVA. Donc, pour avoir la TVA plus C2S, vous prenez les 1 million moins le montant hors taxe, 840 336. Donc, 840 336 moins 1 million, par exemple. Je fais le calcul à l'inverse. 840 336. Voilà. Comme ça. « 159, vous avez TVA et la C2S 159 664. Voilà. Ça, c'est 1596 de C2S. Donc, si on enlève C2S, 159 664 moins 1596. Voilà. Donc, ici, si on enlève la TVA égale à 158 068, la C2S est égale à 1596. La somme des deux donne l'impôt qui est 159 000 et quelques. Maintenant, il fallait passer l'écriture. Et en passant l'écriture, il faut distinguer les opérations. On ne mélange pas l'impôt avec les produits de la banque. Je ça à l'école, bien. Voilà.
regardez votre cours. Donc ici, vous allez sur toute l'opération, le compte 37. Est-ce que ça s'affiche là? On va voir le côté, non? Monsieur, c'est quoi la C2S? Donc, le compte 37, on nous dit principal plus intérêt. Principal 10 millions, intérêt 1 million. Donc, il donne à peu près 11 millions au débit. Maintenant, au crédit, il y a plusieurs opérations à faire. Vous avez le crédit qui est à 840 336. Vous avez les impôts de l'État. Je vais me mettre une fois impôts et taxes. Les impôts et taxes s'élèvent à 159 664. Maintenant, ça c'est ici, c'est au débit. Les deux sont au crédit. Comme au débit, il manque l'intérêt, je pense que avant l'impôt et taxes, il faut ajouter l'intérêt. Bon, on va mettre l'intérêt. L'intérêt de l'entreprise, on n'a pas calculé. C'est 1 million. Voilà. Donc, au crédit, vous avez 3 opérations. Vous avez le montant principal de l'opération à rembourser. Vous avez les intérêts que la banque doit percevoir et vous avez les impôts qui vont avec. Comme le principe veut que le total des débits doit être égal au total des crédits, quand on fait la somme de ces 840 000 plus les 159 000, etc., jusqu'à celui-là, normalement, on doit avoir 11 millions. Sinon, ce n'est pas juste. On va faire le calcul. Au débit, il n'y a pas de problème. C'est montant principal 10 millions plus 1 million d'intérêt. Mais au crédit, il fallait éclater. Éclater, ça veut dire qu'il faut mettre le montant principal à rembourser d'un côté, les intérêts à verser d'un côté et aussi les impôts qui vont avec. D'après calcul, on a trouvé le principal de crédit à rembourser l'annuité 1, 840 336. Plus intérêt. Intérêt, c'est 1 million la première année. Ah, ça, c'est pas 800, c'est 8 millions, non? Ça, c'est dans le total des intérêts. L'intérêt, c'est 1 million, d'accord? Le montant hors taxe. Hors taxe des intérêts. Le montant hors taxe, c'est le montant TTC, le total des intérêts divisé par 1,19. Esther, tu peux nous filmer le tableau, s'il te plaît? Parce que là, c'est pas possible. Le prêt, je reprends, 10 millions, remboursé au taux de 10%. Année 1, on va rembourser combien? Remboursement. Remboursable en 5 ans. Il fallait qu'il y ait ces aspects. Donc, le principal, on dit remboursement égal à principal plus intérêt. À la première année, on doit rembourser 2 millions. Ça veut dire que le montant total divisé par le nombre d'années. Si on fait le principal, c'est que ces 10 millions sont remboursables en 5 ans. Ça veut dire que chaque fois, il fallait verser 2 millions. Si c'est un remboursement linéaire, tout simplement. Donc, on a 2 millions plus les intérêts. Les intérêts, c'est 10%. Le du montant total nous donne 1 million. Donc, en première année, le remboursement sera de 3 millions en réalité. Là, c'est intérêt. Tout en sachant que les intérêts sont TTC. Ça veut dire que dans les 1 million, il y a l'impôt. Maintenant, on veut les intérêts hors taxe parce qu'il y a l'impôt de l'État, qui consiste à prendre le montant TTC de l'intérêt à diviser par 1 plus le taux d'intérêt.
Comme en 2019, Monica, on a la TVA à ton micro, 18%, c'est fermé. 1% de CDS, ça donne 19%. Voilà, qui nous donne 840 664. Donc, on a fait ce calcul. Maintenant, la TVA, moi j'appelle ça impôt et taxes, il faut regrouper une bonne fois. Impôt et taxes, c'est 1 million, le montant total des intérêts, moins le principal. Qui donne à peu près 159 336, je pense. Voilà. Mais maintenant, comment se passe l'écriture? J'espère que vous regardez. Est-ce que vous regardez le tableau bien? Oui, monsieur. Voilà, je reprends parce que tout à l'heure, j'avais sauté une étape, surtout le remboursement. On n'a pas bien expliqué. Je donne l'exemple. Un prêt de 10 millions, hein, avec un taux d'intérêt de 10% remboursable en 5 ans. D'accord? À la première année, le client va rembourser combien? Tout en sachant que la formule de remboursement, c'est le montant principal du remboursement plus les intérêts. Ici, lorsque la banque vous donne 10 millions remboursables en 5 ans, ça veut dire que ici vous avez le principal. Il suffit de prendre, si vous faites un amortissement linéaire, vous prenez le montant total du prêt divisé par le nombre d'années. Si on prend le remboursement linéaire, par exemple. Donc, dans ce cas, c'est que chaque année, la banque verse 2 millions de principal. Au bout de 5 ans, ça fait les 10 millions. Mais comme ce n'est pas le principal qu'on rembourse, il faut ajouter les intérêts. À la première année, 10% du montant de prêt donne 1 million d'intérêts. Donc, ici, le principal à rembourser à la première année avec les intérêts s'élève à 3 millions. Mais tout en sachant que les intérêts de la banque sont toutes taxes comprises. Il y a l'impôt de l'État à l'intérieur. Il fallait détaxer. Donc, pour trouver les intérêts hors taxe, vous prenez le total des intérêts, vous divisez par 1 plus le taux. En 2020, on a 18% de TVA auquel on ajoute 1% de C2S, qui donne 19%, qui donne 1,19. Lorsqu'on a divisé, on a trouvé le montant principal hors taxe 840 664. Et pour avoir l'impôt de l'État, vous prenez le total des intérêts moins les intérêts hors taxe. L'ensemble des impôts s'élève à 159 336. Si vous avez noté ces informations, maintenant, on va passer l'écriture. Ce sont des calculs que la machine fait, les calculs de maths fines. Maintenant, il fallait passer en écriture. Voilà, comment ça se passe? Je pense qu'on a un peu d'espace en bas, vous regardez. Oui, jeune homme. Tu parles déjà. Ça marche? En tout cas, moi, j'attends un prof. Revenez sur votre cours. Vous allez voir débit. Excusez-moi. 37, 33. Voilà, au débit principal plus intérêt. Dans Oui, notre tu as cas, quelle page? on fait rien. C'est pas des pages. Les pages ne s'affichent pas bien, mais c'est à la page 50. Allez à la page 50. Tu vois l'organisation comptable, B, comptabilisation des opérations. Oui, je suis dessus. Processus. Processus B1, engagement. Engagement. Remboursement Ouais, je suis normal dessus. du crédit. Normal du crédit. Oui. C'est bon? C'est là. Mhm. DT, là, c'est débit. Débit. Et CT, c'est crédit. Ok. Voilà. Au débit, on nous dit c'est le compte 37. Ce sont les opérations avec la clientèle. Ça veut dire que pour ce calcul, vous prenez le principal plus l'intérêt. Vous mettez au débit. Donc, quand je passe mon écriture, j'écris débit. Principal, c'est 2 millions que je rembourse à la première année, plus les intérêts qui m'ont coûté 1 million. Donc, ça veut dire qu'au débit, j'ai 3 millions. Pour le remboursement, on a seulement une opération au débit, mais 3 opérations au crédit. Mais comme le principe comptable veut que les parties doivent être équilibrées, quand on a 3 millions au débit, on doit avoir forcément 3 millions au crédit. On a 3 opérations. Nous avons le compte 30
qu'on va débiter, on va créditer, je décale un peu. Est-ce que vous regardez? Si c'est très bas, vous dites, hein? Otiga, Monsieur. est-ce que vous regardez ce que j'écris? Oui, oui, ça se voit. D'accord, ça marche. Donc, crédit, premier compte, on va utiliser le compte 30, crédit. Bon, je vais laisser crédit tout simplement. Le crédit, c'est combien? On donne à la banque 840 664. Ça, c'est ce qu'on doit rembourser à la banque, sans les intérêts. Voilà. Maintenant, on demande aussi au crédit de préciser les intérêts. Mais ici, comme les intérêts sont TTC, ce sont les intérêts hors taxes qu'il faut préciser. Un petit souci. 840 000. Attendez d'abord. On ramène le prêt. Les intérêts hors taxes, 840 664. Voilà. Et les impôts et taxes de l'État s'élèvent à 159 336. Esther fait le total, ça donne 3 millions. Si ça ne donne pas 3 millions, ça veut dire qu'il y a un problème. On rembourse à la banque les 2 millions du principal la première année. Les intérêts hors taxes s'élèvent à 800 000 et l'impôt de l'État 159 000. Ça doit faire 3 millions. D'après calcul, ça donne 3 millions. Vous vérifiez chez vous. Donc ici, total débit égale à total crédit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va rester à la banque? Ce qui reste à la banque, ce sont les intérêts, les 840 000. Là, ça part à l'État. À la fin du mois, on déclare la TVA. Mais là, ça repart à la personne, ça veut dire ceux qui ont fait les dépôts. Parce que ça, ce sont les épargnants. C'est l'argent des particuliers qu'on a donné. Ça revient dans les comptes des opérations. Là, les intérêts qu'on produit de la banque. Et là, on verse les impôts qui sont liés à l'opération à l'État. Et monsieur. Vous prenez l'exemple. Monsieur. Oui, vas-y. Vous pouvez revenir sur le montant principal, là, le compte principal, 2 millions. Comment on a fait pour trouver les 2 millions? Non, ce n'est qu'un exemple. J'ai pris l'exemple, c'est que la banque prête à M. X 10 millions avec un intérêt de 10% remboursable en 5 ans. C'est un exemple pour avoir les opérations comptables à comptabiliser. Oui, il y a le compte 30. Le 30, ici c'est 30, les 2 millions. Au débit. Non, crédit. Crédit? Oui, tout ça c'est crédit. Oui. Je te donne le numéro de compte. Là, c'est le compte 30. Non, là, les 2 millions d'ici, c'est 30. Là, c'est le produit de la banque. Tout ce qui est produit, c'est la classe 771. Et le TVA de l'État, c'est le compte 4. État, c'est le tiers, compte de la 43. TVA facturé. Monica, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Bonne arrivée. On va avancer, je vais vous laisser à 17h30. J'ai un rendez-vous. Bon, en tout cas, ce sont les principes, mais sauf qu'on corrobore avec des exemples pour que vous compreniez pourquoi, qu'est-ce qu'on doit mettre au débit
avec des chiffres. Donc après, toujours dans l'organisation comptable, toujours dans le processus des engagements, sont les créances en souffrance. Ça veut tout simplement les impayés. Ça veut dire des impayés qu'on peut engager des procédures de recouvrement forcé ou bien litigieux, ou bien des engagements auxquels on ne peut pas obtenir remboursement, sauf soit la personne n'a ni patrimoine, soit il est mort et que des choses comme ça, auxquelles on ne peut ni réquisitionner une maison, ni rien. Il n'a pas un bien auquel on peut prendre. Donc là, ça devient des créances douteuses. Après, on va basculer dans les créances irrecouvrables. Ça veut dire que c'est perdu définitivement. Parce que quand même, l'opération de prêt, le risque, c'est le remboursement. C'est pour cela que moi, j'ai découvert tout simplement, parce que je n'ai pas appris à l'école, pour qu'on prête l'argent à un individu, on calcule, il y a un calcul à faire sur la durée de vie restante. Ça veut dire que la personne a 30 ans. On fait un calcul qu'il peut vivre pendant 5 ans. Et que lorsqu'il demande un prêt de 10 ans, on ne peut pas lui donner parce que probablement il ne peut pas aller au-delà de 10 ans. Ou bien il ne peut pas aller au-delà de 5 ans. J'avais découvert ça dans les mémoires. C'était Lydia qui avait fait ça. J'avais ces calculs-là à faire. Voilà. Donc, forcément, la banque, lorsqu'on vous refuse un crédit, il y a les raisons pour lesquelles on ne peut pas vous donner. Il y a plein de calculs à faire, y compris sur la vie même de la personne. Donc, ceux qui veulent travailler à la banque, calculer quand est-ce qu'on va mourir. Monsieur, Oui. quand la personne décède, les héritiers héritent du passif, non, de cette personne. Bon, les héritiers ne peuvent pas forcément être responsables de la dette. Il y a plusieurs choses. Ça dépend du contrat que la personne a signé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les banques demandent des garanties. Ce qu'on appelle des dépôts et cautionnements. Vous voulez 10 millions, on vérifie si vous avez 10 millions aussi en banque. Si vous voulez 10 millions et que vous avez 10 millions en banque, on vous donne. Même si vous ne remboursez pas, on va confisquer les 10 millions qui sont là. Aujourd'hui, les biens immobiliers, les banques n'acceptent plus. Ça veut dire que je donne un titre foncier. Non. C'est très rare aujourd'hui que les banques acceptent. Parce que la banque peut récupérer une maison, mais elle n'arrive pas à vendre. Donc, il y a tous ces aspects-là. Bon, en plus des aspects de l'âge, il y a plein de choses. Ça veut dire qu'on calcule à peu près les dépenses moyennes, on fait l'historique de vos retraits, de vos dépôts pour voir si vous dépensez combien par jour pour éviter que si vous avez 10 millions, est-ce que vous allez vider ça en si peu de temps? Voilà, il y a tous ces calculs qui se font. C'est pas pour rien que Lydia a eu 17 à la soutenance parce que vraiment, moi-même, personnellement, en tant qu'encadré, j'ai découvert des choses que j'ignorais. Je pensais que ça n'existait pas. Voilà, on va y aller. Le processus d'engagement, la comptabilisation, ça veut dire qu'ici, on va chercher la créance. Ben, si on n'arrive pas à recouvrer, ben, on va le déclasser. Ça veut dire sortir de nos recettes pour le basculer dans une créance qu'on ne peut pas recouvrer. Qu'on appelle le déclassement, il faut l'enlever, mais il y a des écritures à faire. C'est comme en comptabilité ordinaire, vous passez le compte 416, ça veut dire que client douteux avant de passer à créance irrecouvrable et enfin la provision. Il y a 3 étapes en comptabilité qu'il faut respecter. La même chose en banque. Donc, vous allez déclasser, ça veut dire qu'on sort parmi nos créances. C'est une créance qu'on ne peut pas éventuellement obtenir gain de cause. Donc, vous avez 2 opérations à faire. Soit 4 créances en souffrance. Si le client n'a pas remboursé 10 millions, vous mettez 10 millions aussi au débit. Et vous créditez un compte de trésorerie pour le client au même montant. 10 millions aussi. Pour dire que bon, ce qui est trop sûr, avec l'état des choses, on ne peut pas obtenir remboursement. Là, vous déclassez déjà par ces écritures-là. Vous n'allez pas passer l'écriture de créance recouvrable du moment que vous ne déclassez pas. Ça veut dire que le faire sortir des prêts non remboursables, vous les basculez sur un compte et vous lancez les procédures de recouvrement des créances. Si ça ne marche pas, vous les déclassez définitivement en créances douteuses et vous constituez une provision au 31 décembre. Voilà, la comptabilisation des intérêts.
Voilà. En intérêt aussi, c'est à la page 55. Ce sont les produits de l'entreprise. N'oubliez pas que les intérêts sont TTC. Voilà. Ici, il s'agit de quels intérêts? Donc, généralement, si vous voyez bien, ce sont des opérations hors bilan. Ce n'est pas un compte de produit pour la banque. Ça veut dire qu'ici, c'est des engagements que la banque a pris et que ces engagements-là génèrent des intérêts. C'est une charge pour elle. Mais comme c'est une opération d'engagement, les engagements ne sont pas dans la classe 3, mais plutôt dans la classe 9. On a vu ça dans les comptes. Pour qu'il y ait vraiment respect dans les normes comptables, quand il s'agit d'une opération hors bilan qu'on appelle les engagements, vous utilisez le compte de la classe 9. Donc ici, par exemple, s'il y a un engagement hors bilan, vous débitez le compte 98 intérêts versés et puis vous créditez le compte 99 contrepartie des intérêts. Ici, le montant doit être équilibré. Si vous avez versé 5 millions d'intérêts, ça doit être en contrepartie des intérêts aussi 5 millions pour que l'équilibre comptable soit respecté. Voilà. Vous avez les créances en souffrance pour constituer le provisionnement. À la COBAC, ceux qui seront en banque, il y a des procédures. On ne bascule pas une créance directement en créance irrecouvrable. Dans les procédures de recouvrement de créance, il faut relancer le client par les appels, soit vous envoyez un huissier, à des étapes à faire. Jusqu'à ce que vous arrivez à la justice et que la personne se retrouve dans l'incapacité de remboursement. C'est là que vous allez construire le provision. Tant que l'incapacité de la personne n'est pas déclarée, la créance va rester toujours douteuse, mais pas provisionnée. Provisionner, ça veut dire que ici, vous effacez la charge du non-remboursement. Et vous construisez la provision en 31 décembre, vous déduisez comme charge. Bon, c'est à peu près le même principe, vous lisez le cours. On est à 14h30, j'attends vos questions. Si vous avez lu le cours, j'espère qu'on devait y aller vite. Et on peut faire à chaque imputation, ça veut dire à chaque opération, on fait un exemple pour que ça soit un peu illustratif. Mais je sais que vous travaillez beaucoup. Il y a aussi les enfants qui sont embêtés à la maison, donc du coup, c'est un peu difficile d'apprendre. Bac sans enfants, là. Tu ris, Otiga. Il faut faire l'école. Monsieur, pour le remboursement normal, là, vous nous avez donné, qu'on appelle ça, un exemple de montant principal. Est-ce qu'on ne peut pas essayer avec un autre exemple pour la créance en souffrance, là? Allons-y. Avec les créances en souffrance, ça veut dire sur le même. On peut prendre le même exemple de départ. Disons que la personne a remboursé sur 3 ans. Mais combien reste pour qu'on utilise pour les créances en souffrance? Tu me suis? Voilà. Donc ici, la personne a remboursé pendant 3 ans. Ça veut dire que sur le montant principal, elle a déjà remboursé 6 millions. N'est-ce pas? Il reste 4 millions à rembourser. Donc ici, on va chercher à déclasser d'abord les 4 millions avant de basculer en créance en souffrance. Il fallait qu'Éric nous trouve une solution pour ce tableau. Voilà, l'exemple, c'est qu'on garde toujours les 10 millions avec les mêmes conditions. Intérêt 10%, période 5 ans. Donc, année 1, il a versé 2 millions. Année 2, c'est la même chose, 2 millions aussi. Année 3, 2 millions. Année 4, année 5. Année 4, 0. Année 5, 0. Donc, en tout, la personne a remboursé 6 millions. Donc, il reste 4 millions à rembourser en réalité, n'est-ce pas? Les 4 millions aussi génèrent des intérêts, le taux ne change pas. Alors, même si la personne se trouve dans l'incapacité, maintenant, comme il n'arrive pas à rembourser de l'année 4 jusqu'à l'année 5, et qu'on est presque en fin d'année, il faut trouver une solution sur le plan comptable. On va déclasser et on engage les procédures de recouvrement. Tu es juriste,
Tu maîtrises bien ça. Oui, monsieur. Voilà. Saisie, attribution, Voilà, tout ça, là, conservatoire. moi, je ne connais pas le terme. Merci, Lily. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va déclasser. Ah, le déclassement, nous avons le compte 34 et le compte 30. C'est-à-dire que vous débitez le compte 34 au même montant et vous créditez le compte 30 au même montant. Il reste combien? 4 millions qui n'arrivent pas à rembourser. Parce que là, on n'a pas calculé les intérêts. Si on calcule les intérêts, ça veut dire que vous devez verser l'impôt de l'État. Donc, comme la personne n'a pas remboursé, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'impôt. Parce que les provisions sont hors taxe. Pourquoi j'ai mis ici comme ça? Ça veut dire qu'ici, au débit, c'est le même montant et au crédit aussi, c'est le même montant. Pour qu'il y ait équilibre des comptes. Yo, Tiga. Monsieur, vous pouvez donner la différence entre la créance impayée et la créance douteuse. Non. Ce sont des termes, en réalité, je reviens sur la comptabilité et après, Ferlia va nous expliquer un peu les procédures sur le plan juridique. C'est que lorsque vous avez des gestions de paiement et que ça arrive à un moment, vous ne payez pas, on ne considère pas ça comme étant une créance en souffrance. Bon, souffrance, ça c'est le terme de la banque. On ne va pas dire créance irrécouvrable. On va dire tout simplement ce client est douteux parce que ça fait déjà une année qu'il n'a pas payé le principal et l'intérêt. On va chercher à les déclasser en les considérant comme étant un client douteux, tout en lançant les procédures de recouvrement. Mais lorsqu'on arrive au 31 décembre, vous voulez arrêter les comptes et qu'il n'a pas payé, qu'est-ce que vous faites? C'est là que vous allez passer dans les créances irrécouvrables parce que vous êtes en train d'arrêter les comptes. Parce que les prêts sont censés être versés, par exemple, en 2020. Et en 2020, vous n'avez pas eu, que vous devez arrêter, donc ça devient une créance irrécouvrable. Vous passez cette écriture de créance irrécouvrable, ou bien généralement, on les appelle des créances douteuses. Et après, vous faites une provision au même montant pour éviter que les charges soient beaucoup plus élevées. C'est que vous supportez les 4 millions sous forme de charges provisionnées. Vous constituez une provision, mais dans les écritures, vous débitez le compte 19, qui est le compte de provision, avec le compte du client en cause. Des questions? Ok, ben s'il n'y a pas de questions, ben, on se dit... Attendez, monsieur, attendez d'abord. Monsieur, ce sont les 4 millions là. Les 4 Oui. millions restants qu'on essaie de, comment on appelle ça? De de classer. déclasser sous forme de créance en souffrance. Ok. Parce qu'il n'arrive pas à rembourser les 4 millions qui restent. Mais monsieur, au débit là-bas, 34 là, ça représente quoi? Ici, moi, je vois 98, intérêt réservé. Non, il faut le créance en souffrance, c'est à la page 54. La comptabilisation. Moi, j'étais à comptabilisation. 98 là-bas, c'est hors bilan. J'avais expliqué le hors bilan sur les opérations faites avec d'autres banques. Okay. Il faut aller à 54, créance en souffrance, comptabilisation. Oui, c'est bon. Bon, citoyens, je reviens sur les travaux. Ici, lisez un peu le cours d'audit. Cherchez la hiérarchie du contrôle.
le contrôle interne, le contrôle de premier niveau, deuxième niveau, etc. Et appliquer ces contrôles dans les risques comptables. Et vous allez traiter le problème. Ça veut dire que comment peut-on déceler un risque comptable? Il y a beaucoup de travaux, j'ai même des mémoires sur ça, mais je ne vais pas vous donner. Allez-y chercher. Il y a un certain nombre d'opérations en comptabilité avec des critères et des conditions. Et si elles ne sont pas respectées, ces conditions, on considère comme étant un risque comptable. Et lorsqu'il y a un risque comptable, que fait-on pour l'améliorer? Vous faites un peu d'audit, etc. Ça veut dire que comment l'identifier, comment soit d'abord le prévenir, l'identifier si ça surgit par exemple, et comment régler le problème. Donc, faites un peu de l'audit et vous allez traiter le problème en 2 pages. Oui. Ça vous évite les pages restreintes, vous évite d'aller copier-coller les choses partout, parce que vous avez lu que ça sonne bien à l'oreille, alors que... Oui, je reviens aussi sur le cours du droit de famille. La dame n'est pas venue. Le cours qu'on m'a remis, parce que le stock de cours, c'est Vanet et Camilla qui m'ont transféré ce cours. Alors, c'est un cours de l'UKO. D'accord? Qu'on faisait à l'époque. Donc, pour dire tout simplement que, comme on est en partenariat avec l'UKO, vous faites ce cours-là, tout simplement. Monsieur, c'est pas, c'est le droit ivoirien. Oui. Tu ne gagnerais pas. En tout cas. Dans le devoir aussi. Monsieur, monsieur, moi je veux savoir. Donc, dans le devoir aussi. On est en partenariat. Vous pouvez rester sur le plan gabonais, mais le principe du droit civil est le même, Ferlia. Tu connais que c'est le droit ancien qu'on utilise aujourd'hui. Monsieur, à ce stade-là, je ne peux plus beaucoup discuter. Monsieur, à ce stade-là, j'ai tellement mal à la tête. Je ne peux plus beaucoup discuter. J'ai fait le devoir en droit ivoirien ou bien en droit gabonais. Là, je ne bouge même plus. Non. Ce que vous fassiez, vous le faites en droit gabonais pour faciliter la recherche. Oui, monsieur, c'est mieux. Il faut dire aux autres. Ok, monsieur. Par exemple, le cours qu'on a fait sur le marché financier, c'est un cours que j'ai fait à l'UKO. C'est le même cours que j'avais fait ici. Et même beaucoup de cours d'ESNEL qui fait à l'UKO aussi, le fait ici. D'accord? On est dans l'espace francophone. Élargissez un peu votre champ de savoir. Délégué, tu es chargé de dire aux autres. Hein? Otiga. Oui, monsieur. C'est un cours de l'UKO, mais vous le faites, la recherche se fait sur le droit gabonais. T'attends la dame pour venir corriger. Je lui ai donné rendez-vous pour venir expliquer le cours, elle n'est pas venue. Et puis, à AUM, il y a moi et Simon qui fait le cours en direct avec des étudiants. Les autres ne viennent pas. Tu dis à la personne de venir, oui, je viens, tu es là, tu l'attends toute la journée. Donc, vous déposez, je vais lui envoyer un message que c'est parce que c'est moi qui ai créé et mis les cours en ligne. Elle ne peut que venir corriger sur ma plateforme, sur mon compte. Ok, monsieur. Parce qu'on a déjà créé les travaux sur mon compte. On ne peut pas transférer les cours. Donc, elle vient, j'ouvre mon compte sur son ordi, elle fait, si elle est fatiguée, elle rentre à la maison, elle continue plus tard. Bon, espérons qu'elle vienne, parce que là, quand tu donnes rendez-vous à un enseignant, ne vient pas. On souffre d'un côté, pour vous faire le cours, c'est compliqué. Beaucoup d'écoles aussi souffrent la même chose. J'imagine un peu ceux de l'Institut de gestion et autres.
Le pire là-bas. Non, chez monsieur, eux. eux, ils s'en sortent. Hein. Monsieur, ils s'en sortent. Non, mais parce que c'est une communauté, ils travaillent beaucoup entre eux. Et vous ne le faites pas. Oui, monsieur. Parce que moi, ma soeur, elle a fait ses examens en ligne. Elle a fait ses cours sur Zoom. Et C'était des demande, QCM et elle des n'a pas eu un prof qui l'explique. Moi, j'ai fait 2 cours. La semaine passée à l'institut de gestion, je les ai évalués. 2e année, 3e année. Dites aux autres, le Wi-Fi à l'école. Avec la distanciation sociale, vous pouvez venir rester. On vous donne tous les codes, que ce soit le code de l'administration ou autre. Voilà, avec la théorie qu'on a aujourd'hui sur le plan sanitaire, venez, on vous donne le code. Lorsqu'un prof vous donne rendez-vous, venez, voilà. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Les matières qui sont programmées, qui nécessitent des TD, je vais programmer leur TD et non le cours. Avec l'heure et avec l'enseignant. Vous n'avez pas de TD. Le TD, c'est la comptabilité. On l'a déjà fait. Oh, monsieur, non, pardon. Ça va faire rien. Ah, monsieur, pardon. Demande à ta soeur de l'institut de gestion. On vous donne, moi j'ai mis le cours cette semaine. Et le vendredi, on me dit, est-ce que tu as mis le sujet en ligne? J'ai dit, mais je n'ai pas encore discuté avec les étudiants. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut mettre le devoir en ligne. Pour aider les étudiants, je suis obligé de faire QCM. J'ai mis en ligne, il y a des 18, il y a des 20, ben, pour que tout le monde s'en sorte. Malgré que c'est un calcul, je suis obligé de faire QCM. Ah. Tu n'as jamais eu personne pour faire un calcul et on te dit de faire un devoir de calcul. C'est pas possible. J'ai fait un QCM, les résultats sont là dans ma machine. Bien sûr qu'ils sont 109, il y a 52 qui ont participé, c'est pas les autres n'ont pas encore d'identifiant. Parce que c'est pas comme chez nous. Il y a d'autres étudiants qui n'ont pas eu leur identifiant. Parce que chez eux, c'est l'école qui crée et t'envoie. Alors que chez nous, toi-même, tu crées et tu gardes l'identifiant pour éviter ces problèmes. Bon, bref, je vous souhaite bonne journée. Et bonjour, monsieur. Merci d'être là, passez le message aux autres. D'accord, monsieur.